BFM Business, BFM Crypto, le club. Ils viennent de nous rejoindre. Jérémy Le Bescon, c'est sa première en plus sur BFM Business. Bienvenue Jérémy, bonjour. Bonjour Guillaume, merci. Chef de rubrique sur ces questions, ces enjeux Web3 au Journal du Net. Cyril Sabag nous rejoint aussi pour Mélaniol Capital. Bonjour Cyril. Bonjour Guillaume. Vous proposez un ETF action sur le Bitcoin, le premier ETF réglementé UCITS sur le Bitcoin. Vous investissez dans une trentaine de sociétés. C'est ça. Autour de la thématique. Autour de cette thématique, voilà. Très sensible à l'évolution du Bitcoin. Vous nous direz comment se porte votre ETF après ces derniers mois compliqués sur les cours du Bitcoin. Et justement, quel potentiel technique sur les cours du Bitcoin et de l'Ether? Charles Janus nous accompagne aussi depuis Interactive Trading. Bonjour Charles. Bonjour Guillaume. Ah, il se passe peut-être un truc. Le Bitcoin est repassé au-dessus des 17 000. Comment est-ce que vous voyez la suite, Charles, sur les cours du Bitcoin? Alors écoutez, déjà à court terme, le compartiment des crypto-monnaies réagit que peu aux dernières statistiques américaines, notamment au PCE qui a été publié cet après-midi. Le Bitcoin, pour l'instant, il est bloqué dans un trading range de court terme avec une borne haute à 17 500 $ environ. La borne basse, c'est autour des 15 750 $. Alors a priori, on est beaucoup plus proche de la borne haute que de la borne basse pour l'instant. Il va falloir attendre avant de repayer le Bitcoin. Et puis du côté d'Ethereum, on a la zone des 1280 $ sur laquelle se situe l'Ethereum actuellement. C'est la zone des anciens plus hauts de 2018, l'ancien ATH. Et ici aussi sur Ethereum, à court terme, on est dans un trading range avec la borne basse à 1000 $ et une borne haute à 1800 $. Là aussi, il faut attendre des replis sur Ethereum à court terme, parce que pour rappel, dans les trading ranges, on achète les bornes basses et on allège et on vend sur les bornes hautes. Si on élargit d'ailleurs notre analyse à la capitalisation totale, eh bien on est sur les points bas de cet été. On a des premières réactions sur les 800 milliards de dollars de capitalisation environ, et c'est un signe en fait que le marché n'est pas totalement mort et qu'il y a encore des opportunités qui s'y cachent. Par exemple, nous chez Interactive Trading, on travaille sur beaucoup de crypto-monnaies qui sont dans des trading ranges comme ERN. On surveille, comme sur Ethereum et Bitcoin, les replis sur les bornes basses de ces ranges pour exploiter des rebonds techniques. Et puis pour aller un petit peu plus loin, pour Bitcoin, dans une optique moyen terme, on ne verra pas d'embellie ni de bull market renaître tant qu'on n'aura pas repris au moins les 50% des deux bougies qui sont liées à l'affaire FTX. Pour faire simple, il faudrait reprendre les 20 000 $ en clôture. Et puis j'ajoute un dernier point, l'affaire FTX va peut-être vous surprendre et pourrait former peut-être un scénario positif pour Bitcoin. Puisqu'en fait, on a connu des retraits historiques des plateformes, des exchanges durant les dernières semaines. Plus de 172 000 bitcoins qui sont sortis et qui ont donc été normalement mis sur des cold wallets. Et a priori, si vous faites ça, c'est que vous êtes plutôt un holder, plutôt un long-termiste sur les crypto-monnaies. Vous n'avez pas l'intention de vendre et donc vous asséchez normalement l'offre disponible côté vendeur. Et ça, c'est plutôt un signal positif à moyen terme pour le Bitcoin. Donc, tout n'est pas noir dans l'affaire FTX pour Bitcoin. Bon, et on rappelle quand même à ceux qui nous suivent qu'il ne faut investir en crypto que l'argent qu'on est prêt à perdre. Tout ça reste extrêmement aléatoire et volatile. Merci beaucoup, Charles, de nous avoir accompagnés. Charles Janus, depuis Interactive Trading. Cyril, pas glorieux quand on regarde, quand on compare l'évolution des cryptos du Bitcoin depuis 2 mois à celle des marchés traditionnels. On est revenu en bull market sur les marchés traditionnels. On a repris 20% sur le CAC là en 2 mois. C'est pas du tout le cas du Bitcoin. Les plus optimistes se rassureront en disant que au moins le Bitcoin se différencie, donc il retrouve une valeur, une utilité diversifiante dans un portefeuille. On peut aussi le voir comme ça. Complètement. Oui, effectivement. Si on regarde juste le mois de novembre, par exemple, les marchés traditionnels, actions Europe et US ont pris entre 5 et 10%. Pour parler de notre ETF a sous-performé. Il a même sous-performé le Bitcoin d'environ 15%. Et le Bitcoin a lui-même perdu 15%. Donc, pour donner un peu plus de perspective sur notre ETF, sur les 6 derniers mois, notre performance est identique à celle du Bitcoin. On avait surperformé, on en avait parlé cet été, le Bitcoin. On a tout redonné depuis septembre. Mais effectivement, comme vous le disiez, on a une corrélation très négative sur le mois passé entre le Bitcoin et les marchés actions traditionnels. Alors, c'est intéressant parce que souvent les gens disent oui, investir dans le Bitcoin c'est comme investir dans les valeurs tech, la corrélation est très forte. C'est un contre-exemple. Alors cette fois-ci dans le mauvais sens, le Bitcoin a baissé, les marchés actions ont monté. En revanche, si on se souvient bien, au début de la crise Russie-Ukraine, c'était l'inverse. Les cryptos étaient montés et les marchés actions avaient baissé. Donc voilà. En tout cas, ce rôle de diversification, il apparaît aujourd'hui sous un jour qui est moins bon que celui qu'on avait pu voir avant. Mais en tout cas, la diversification, elle est présente et donc du coup, une apparition comme une classe d'actifs
à part entière, diversifiante. Et on aime bien vous inviter parce que dans cet ETF Bitcoin donc, que vous proposez, il y a une trentaine de valeurs de sociétés fortement sensibles à l'évolution des cours du Bitcoin et ça permet à travers chacune de ces valeurs cotées en bourse de découvrir des morceaux de l'écosystème. Il y a une valeur présente dans cet ETF qui a largement surperformé depuis un mois, c'est le titre Northern Data. Que fait Northern Data et pourquoi le titre surperforme depuis un mois? Oui, alors Northern Data, bon, il se trouve qu'elle surperformait jusqu'à hier, mais elle a un petit peu corrigé hier. Mais c'est la magie des marchés. C'est la magie des marchés. Northern Data, c'est en fait offre des solutions de supercalculateurs. Alors, qu'est-ce que sont les supercalculateurs ? Ce sont des machines, des ordinateurs très puissants, donc avec une forte capacité de calcul, et qui sont utilisés par les mineurs de Bitcoin pour valider les transactions sur la blockchain. Donc, Northern Data propose ces machines, elle propose aussi des services d'hébergement, ce qu'on appelle le hosting, dans des centres, dans des data centers qu'elle possède. Voilà, donc une valeur intéressante et qui fait partie du coup de l'écosystème parce qu'elle est voilà, dans la partie solution blockchain autour du Bitcoin. Northern Data, et puis une autre que vous vouliez mettre en avant, le titre coté en bourse, lui aussi Block Inc. Oui, alors Block Inc, plus connu sous le nom, son ancien nom Square. Alors cette société en fait a été fondée par le fondateur de Twitter, Jack Dorsey. Cette société est très grosse, c'est une multinationale qui pèse 40 milliards. Elle fait partie de notre univers pour une raison très simple, c'est qu'en fait cette société possède environ 8000 bitcoins. Alors c'est pas rien, c'est 130 millions de dollars. Et cette société est spécialisée sur les solutions de paiement au sens très large du terme, donc déclinée en particulier via sa sous-société qui s'appelle Square et qui permet aux petites et moyennes entreprises d'avoir des terminaux de paiement sur des tablettes, en tout cas de simplifier tout le processus de paiement pour ces entreprises. Et ils ont aussi d'autres entreprises, de sous-entreprises, en tout cas de filiales à l'intérieur de Block. On a une société qui s'appelle Cash App, qui est un mélange de Lydia et de Robinhood. Voilà, si je veux donner un petit exemple. Ils ont aussi une société d'hébergement de sites web. Ils ont aussi une société qui s'appelle Tidal, qui fait du streaming. Et de manière générale, Jack Dorsey est en train d'avoir aussi pas mal de projets autour du Bitcoin pour faire entrer le Bitcoin dans la vie de tous les jours. Donc il y a d'autres projets encore en cours. On sait que Jack Dorsey est un fan de Bitcoin. Bon, on aura l'occasion d'y revenir à de nombreuses reprises. Tout à l'heure, quand même, on va vous cuisiner parce qu'avec cette affaire FTX, il y a un doute général sur toutes les plateformes centralisées, sur tous les actifs, sur tous les supports centralisés dans l'univers crypto. Est-ce que si j'investis sur le potentiel des cryptos à travers votre ETF, par exemple, vous risquez de me faire une FTX, de me refaire le coup que celui qu'a fait Sam Bankman-Fried? Je vous poserai la question dans un instant. Juste avant son dernier coup, le dernier coup de SBF, SBF, malgré l'immense fraude qu'il a menée pendant des semaines et des mois, SBF a été interviewé hier, oui. Il n'est pas encore en prison. Enfin voilà, présumé innocent. Enfin voilà. Une interview assez lunaire que vous avez suivie, Jérémy. Qu'est-ce qui ressort de cette interview? Qu'est-ce qu'il a dit? Enfin, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce qu'a raconté l'ancien patron de FTX? Complètement lunaire, donc interviewé par Andrew Sorkin du New York Times, d'Axios. SBF, finalement, si on résume, depuis quelques jours, c'est une victime du système, une victime du système qu'il a installé. On a appris lors de cette interview, et on est plutôt rassuré, que SBF et ses amis ne consommaient pas de drogue ni de médicaments non prescrits par le médecin lorsqu'il travaillait au sein de FTX. Ouf. Finalement, il ne consommait que des médicaments prescrits par leur médecin. En fait, globalement, Sam Bankman-Fried ne sait pas grand-chose sur le fonctionnement de son entreprise. Il ne sait pas où les fonds sont partis. Il ne sait pas qui a pu installer un backdoor, si backdoor il y a eu, puisque lui-même ne codait pas. Le terme lunaire est vraiment approprié, puisque finalement, quand je disais que c'était une victime, il continue sur son argument d'avoir voulu faire du bien. D'avoir voulu répandre les crypto-monnaies pour le bien de la société et il ne se serait pas enrichi à titre personnel. Donc c'est plutôt étonnant. Je me rappelle de CZ Binance, le fondateur de Binance, qui l'avait qualifié de sociopathe. Alors en effet, il y a le bon jeu de mots sur Twitter, mais plus les jours avancent et plus on peut quand même se demander si CZ Binance n'avait pas raison au sujet de SBF. Bon, en tout cas, une interview lunaire et une conférence lunaire, puisque certains
certains des propos de SBF ont été applaudis par le public. Absolument incroyable, on était vraiment sur une autre planète. En tout cas, l'écosystème crypto reste sous le choc de ce drame FTX. Et on voit que le bear market se traduit par de plus en plus de licenciements. L'annonce, par exemple, par Kraken d'un plan de licenciement d'un tiers de ses effectifs. Oui, ça correspond à environ 1100 employés. Alors c'est J.C. Powell, le cofondateur et CEO toujours actuel de Kraken, qui l'a annoncé sur un message sur un blog. Kraken, à mon sens, pour moi, c'est une des plateformes de crypto-monnaies, d'échange de crypto-monnaies les plus sérieuses américaines. Néanmoins, J.C. Powell l'a dit, il a confirmé que le bear market avait des conséquences sur tout simplement sur le fonctionnement de son entreprise, sur le planning de son entreprise. Et donc, ils ont fait le choix de réduire d'un tiers les coûts, et ça se traduit donc par un tiers d'employés en moins. C'est particulièrement conséquent. Alors ça, finalement, ça se calque un peu sur les plans des grosses tech, des big tech qui, pareil, en font de même. On pense à Twitter notamment en France. Néanmoins, c'est assez paradoxal puisque Kraken réduit son effectif d'un tiers. Binance continue, lui, de s'étendre. Binance, qui est un PSAN en France, continue de s'étendre. Alors, il y a eu l'Italie récemment. Ils ont fait l'acquisition d'une société au Japon. En France, moi, j'ai eu David Princé, le PDG de Binance, ce matin dans un podcast du JDN qui sera diffusé lundi. Binance France. Binance France, tout à fait. Merci de la précision. Qui confirmait en effet que les embauches n'étaient pas du tout gelées. Donc voilà, c'est assez paradoxal de voir ces deux acteurs qui sont bien implantés avoir des stratégies différentes. Et pendant ce temps, que font les régulateurs ? Vous allez nous parler du gendarme des marchés américains, la SEC. La SEC et même la CFTC qui aimerait faire une distinction entre finalement les investisseurs, les gros investisseurs et les petits portants, les petits porteurs comme on le dit en France. Selon eux, c'est un statut qui ne correspond pas à la réalité. Il faudrait davantage protéger le petit porteur. Donc ça se traduirait par une nouvelle réglementation. C'est une réflexion qui est en cours. Moi, je pense que quoi qu'il en soit, toutes les réflexions, je pense que Cyril voudra en parler par la suite. Toutes les réflexions sont bonnes puisque on l'a vu avec l'exemple de FTX. La régulation, il en faut, il en manque. FTX, c'est certes un défaut des acteurs, des acteurs de cette société, mais c'est aussi pour moi, à mon sens, une faille de la régulation actuelle. Cyril, si FTX avait été régulé, imaginons même, soyons fous, si FTX avait été PSAN, est-ce qu'FTX aurait pu faire ce qu'il a fait ? C'est une très bonne question. En fait, aujourd'hui, les sociétés PSAN sont enregistrées PSAN. Et le terme enregistrement est très important. Ils ne sont pas PSAN, agréés. Exactement. Ils sont enregistrés, pas agréés. Absolument. Il n'y a aucune société agréée PSAN aujourd'hui. Donc PSAN, je le répète, c'est prestataire de services d'actifs numériques. Et aujourd'hui, un PSAN, s'il a des obligations en termes de KYC, c'est-à-dire de Know Your Customer, donc de faire un point sur la provenance des fonds, rien ne lui interdit d'investir les fonds de ses clients sur des plateformes non régulées. Et ça, c'est un vrai souci. Et ça a été, on l'a vu, ça a été le cas de certains PSAN. Donc, nous, chez... Vous êtes d'accord du coup avec Aurore Lalucq, la députée européenne, pour dire l'enregistrement PSAN, cet enregistrement PSAN donne une fausse impression de sécurité, c'est l'illusion de la sécurité. Alors, je présenterai les choses un peu différemment. Je dirais que ce qui est dommage, c'est que certains PSAN aient utilisé ce terme ou utilisé l'AMF qui ne les avait qu'enregistrés en faisant croire que que ça leur donnait une protection très importante. Je pense que ça c'est très important. Je vais citer rapidement l'ancien président de l'AMF, Robert Ophel, cet été au Crypto Finance Forum. Il a dit quelque chose de très précis. Alors je vais le citer pour pas déformer ce qu'il a dit. Donc il a dit, dans la situation, c'était juste après le scandale Luna, dans la situation de crise actuelle du marché des cryptoactifs, si vous souhaitez regagner de la confiance, le temps du simple enregistrement est achevé. Il faut impérativement rechercher l'agrément. Seul l'agrément présente un niveau de garantie suffisant pour limiter les risques qui se sont matérialisés ces dernières semaines. C'était pas là, c'était cet été. Donc voilà, nous, pour vous dire, chez Mélanion, on a même fait une lettre ouverte à l'AMF, l'actuelle présidente et au collège, pour justement dire qu'aujourd'hui, on ne doit pas pouvoir ouvrir un compte sur une plateforme offshore non régulée. Alors qu'une plateforme juste enregistrée PSAN le pourrait. En tout cas, aujourd'hui, au travers d'une plateforme PSAN, le client peut investir sur des plateformes non régulées. Voilà, tout à fait. Une plateforme qui, elle, n'est pas PSAN, n'est pas régulée, tout à fait.
Bon, à suivre. Et donc vous avez l'AMF vous a répondu ou vous avez pu discuter avec eux? Pas encore. Bon, voilà, c'est un appel à l'AMF. Il faut répondre à Cyril Sabag, Mélanion Capital, qui vous a envoyé un courrier. Justement, en parlant de vous, est-ce que vous pouvez me prouver que si j'investis dans votre ETF, vous n'allez pas me faire une FTX? Alors on a eu cette question, on nous a dit, voilà, notre investissement est-il à risque comme l'investissement qui était fait sur la plateforme FTX? Donc non, pas du tout, il n'y a pas du tout ce type de risque, on est à des années-lumière. Il ne faut pas oublier que le cadre de notre ETF est le cadre UCITS, je le répète, le cadre le plus fort et le plus protecteur aujourd'hui pour un fonds en Europe, et pour plein de raisons. On ne peut, dans un tel fonds, dans un fonds UCITS, on ne peut investir que des produits régulés. On doit avoir un ratio de diversification. On doit être extrêmement transparent, une transparence parfaite sur les actifs. Une gestion des risques extrêmement maîtrisée, avec des règles très précises. Et enfin, un point très important, les fonds doivent être déposés chez une banque dépositaire indépendante. Et ce point est crucial. La société de gestion ne peut pas utiliser les fonds des clients. C'est complètement ségrégué, on n'a pas la main. Donc on a une banque dépositaire complètement indépendante. Et il y a une vraie étanchéité entre vous et l'argent des clients. Absolument. Absolument. Donc non, pour répondre à la question, non, une FTX n'est pas possible. Bon, voilà. Pour nous, en tout cas, au sein de cette ETF. Ouais. Voilà. Alors on voit que cette affaire FTX, bien sûr, elle ébranle tout l'écosystème, elle plombe les cours des cryptos, mais elle n'empêche pas certains industriels de continuer de développer des projets, et on en voit même beaucoup encore des projets autour de cet univers du Web3. Quels sont les derniers projets en vogue, les derniers développements ? On dit que les bear markets, c'est la meilleure période pour construire, justement, pour bâtir. Il y a des constructeurs automobiles là qui se lancent à plein dans le Web 3. Il y a Alpine qui a fait des drops de NFT. Il y a également Porsche qui est à Miami actuellement pour Art Basel, qui a présenté sa collection de NFT. Et je pense ne pas dévoiler de secret en annonçant un futur drop de NFT de la part du constructeur automobile Renault. Ce sont des marques, voilà, qui profitent maintenant de cet hiver crypto, qui ne sont pas en tout cas empêchés par cet hiver crypto pour construire, et qui utilisent le NFT à des fins d'outils CRM pour renouveler justement leur relation client. Il y a justement un artiste qui est aujourd'hui sur le JDN en une et qui explique bien cette stratégie, cette nouvelle stratégie. L'industrie du luxe également, Kering, Prada aujourd'hui qui, à l'heure où on se parle, drop également un NFT. Donc c'est bien la preuve que finalement l'industrie continue de construire, quelle que soit la volatilité des cours. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés cet après-midi. C'est le Club BFM Crypto chaque jour, et donc la grande première de Jérémy. Bravo Jérémy. Merci Guillaume. Jérémy Lebescompte, le journal du net, chef de rubrique sur cette thématique Web3. Merci d'être passé nous voir, le JDN. C'est Cyril Sabag qui vous accompagne aujourd'hui. Merci Cyril d'être passé nous voir aussi. Merci. Mélanion Capital et Charles Janus nous accompagnaient tout à l'heure depuis Interactive Trading. Merci à tous les deux. On est toujours autour des $17 000 en ce moment sur le Bitcoin.